Voilà, c'est reparti pour cette deuxième partie d'après-midi. Merci de nous avoir rejoints. Voilà, installez-vous tranquillement. Nous allons reprendre dans quelques instants. Depuis ce matin, le sujet de la régulation a été évoqué quand même à de très nombreuses reprises. Dès le début de la matinée, ça a commencé très très fort. Eh bien, nous allons peut-être avoir quelques réponses à ces questions, en tout cas à ces éléments évoqués depuis le début de cette matinée. Et je vous demande, maintenant que vous êtes presque tous assis, voilà, on y est. Allez, c'est parti d'accueillir Emmanuelle Wargon, présidente de la Creux, qui est avec nous. Monsieur le Président de l'UFE, cher Christian Buchel, chers acteurs de l'énergie, mesdames, messieurs, je suis évidemment ravie d'être parmi vous aujourd'hui, surtout après ce magnifique teasing qui a été fait ce matin sur toutes les questions posées à la Creux, à l'occasion d'un événement qui est important pour le secteur et pour contribuer à des débats nourris, animés sur le rôle de l'électricité dans la décarbonation de notre société, les ambitions européennes ou le bénéfice de la transition écologique pour tous. Je vais commencer par féliciter à mon tour Christian Buchel pour son élection, cher Christian, et je vais bien sûr saluer aussi Christine Goubet-Millot, chère Christine, pour son action depuis 2016. Notre enjeu commun, nous le connaissons, toute la difficulté, c'est de savoir comment on y arrive. Notre enjeu commun, c'est de construire un système énergétique décarboné, avec des objectifs, ça a été largement dit aujourd'hui, européens et français très élevés, et qui, côté français, se traduisent en résultats plutôt encourageants. On ne le dit finalement pas assez. Au niveau national, en 2023, nous avons baissé nos émissions de gaz à effet de serre de 5,8% par rapport à 2022. Cette dynamique se poursuit en 2024, mais tout ceci est encore largement à consolider. Alors, la décarbonation du secteur énergétique, elle doit se faire avec ce qu'on appelle le trilemme de l'énergie, bien connu. Renforcer la souveraineté, préserver la sécurité d'approvisionnement, décarboner et garder un prix abordable pour les consommateurs et pour les acteurs économiques dans cette période où la compétitivité est en jeu et où elle est essentielle. Je voudrais concentrer mon propos en fait sur le temps long, parce que finalement, les choix que nous allons faire aujourd'hui vont avoir des conséquences très lourdes pour les prochaines années, voire au-delà. Et c'est donc maintenant que nous devons prendre des décisions structurantes, et c'est vraiment l'impulsion que nous donnons à la Creux avec le Collège des commissaires. Nous travaillons pour aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous prenons des décisions pour demain et pour après-demain. Dans notre premier champ d'action, il a été largement évoqué ce matin, c'est le fonctionnement des marchés de l'électricité. Pour le marché de gros, nous préparons le post-ARENH, dispositif regretté par certains, de façon parfois un peu paradoxale, dispositif qui a accompagné l'ouverture des marchés depuis 2011 et qui se terminera au 31 décembre 2025. Le travail que nous menons avec tous les acteurs de marché vise à donner de la visibilité et de la sécurité sur le bon fonctionnement des marchés de gros à compter dès aujourd'hui, bien sûr, mais en particulier du 1er janvier 2026. Et nous sommes relativement avancés sur le chemin. Nous avons une bonne liquidité des marchés pour les années 2025, 2026, 2027, dans une moindre mesure, mais quand même assez largement, 2028. Je partage le point de vue évoqué ce matin que nous n'avons pas assez de liquidité pour 2029. Ce diagnostic a été fait, les offres qui peuvent être faites à N+5, il est partagé, il a d'ailleurs partagé par EDF qui l'a redit ce matin, et nous travaillons avec tous les acteurs pour trouver des solutions qui permettront d'atteindre cette liquidité. Néanmoins, le gros des volumes, le gros des offres commerciales, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels, se fait sur les années N+1, N+2, N+3, dans une certaine mesure N+4, et là, le marché fonctionne de façon satisfaisante. Il n'y a donc pas d'attentisme, pas de blocage et pas de difficulté particulière à ce que les fournisseurs, quels qu'ils soient, puissent jouer pleinement leur rôle au bénéfice des consommateurs, entreprises comme particuliers. Bien sûr, en cas de très grosse tempête, un mécanisme de redistribution a été prévu, et ce mécanisme de redistribution, il était dans le PLF, ou il est dans un PLF dont
On se doute qu'il ne sera pas voté exactement comme ça aujourd'hui et que donc il sera à reprendre dans une loi de finances dès que possible. Ce mécanisme a vocation à préparer ce qu'il se passerait si les prix devaient réexploser. Alors, on peut se dire que les prix de marché pour les années qui viennent sont relativement bas. En tout cas, ce sont des prix qui sont bas en Europe, pas forcément les plus bas d'Europe, mais plus bas que l'Allemagne, plus bas qu'une bonne partie de nos amis européens. Néanmoins, je crois qu'on a tous compris qu'on ne peut pas dire « pas de problème, ça ne montera pas, il n'y aura pas d'incident, il ne peut rien se produire de grave ». Il peut toujours se produire une coexistence, une concurrence d'événements extraordinaires. Pour cela, nous avons donc besoin d'un mécanisme de redistribution. Ce mécanisme de redistribution était prévu, et donc il faudra le reprendre dans un texte législatif. Mais en dehors de cette question de la redistribution, je voudrais vraiment le dire clairement ici, nous considérons que les marchés fonctionnent déjà pour les années post-Arenh et que donc le post-Arenh peut se passer dans des conditions de marché satisfaisantes. Nous savons aussi comment faire les tarifs réglementés. Nous avons délibéré il y a 1 an maintenant pour donner la méthodologie sur comment faire la part approvisionnement des tarifs réglementés. Bien sûr, nous devons continuer à être vigilants et d'ailleurs la CRE, comme l'autorité de la concurrence, ensemble, nous avons émis un avis sur cette réforme il y a 1 an en demandant à ce que nos pouvoirs soient renforcés pour que nous puissions, le cas échéant, si les choses se dégradaient, intervenir. Le législateur y était plutôt favorable. Les grands acteurs ont l'air d'y être favorables dans un concert plutôt très positif qui nous touche. Et du coup, nous attendons simplement une traduction législative qui, j'espère, viendra. En attendant, nous jouerons pleinement notre rôle de tiers de confiance et nous exercerons au maximum de nos capacités le magistère moral que l'ACRE porte dans cette période et qui fonctionne raisonnablement bien. Le deuxième élément de construction pour l'avenir, c'est le fonctionnement de la concurrence sur les marchés de détail. Les dernières années ont vu la confiance des consommateurs dans les acteurs du secteur de la fourniture s'affaiblir. C'est un paradoxe parce que l'immense majorité des Français n'a pas rencontré de problème avec leurs fournisseurs. Néanmoins, une minorité de mauvais comportements, plus la crise, a dégradé l'image. Du coup, parce que nous pensons que c'est important de soutenir cette concurrence sur le marché de la fourniture, pour que les consommateurs puissent pleinement en bénéficier, nous avons besoin qu'ils se sentent protégés, informés, libres de choisir une offre en confiance. C'est pourquoi nous avons agi ces derniers mois pour améliorer les pratiques sur les marchés de détail, là aussi, dans le cadre de nos compétences actuelles, en espérant qu'une base législative viendrait donner un cadre à tout ça. Nous avons avancé sur 3 chantiers, le contrôle de la cohérence des offres de fourniture, les obligations prudentielles et la mise en place de lignes directrices. Nous l'avons fait avec le concert des fournisseurs qui nous soutiennent dans ces démarches et qui ont comme objectif de rétablir cette confiance. Agir pour demain, c'est bien sûr également accompagner l'électrification des usages dans toutes ses composantes, de la production à la demande en passant par les réseaux. Concernant la production, nous sommes pleinement alignés avec les enjeux de la PPE, actuellement en cours de discussion, accroître massivement la production d'électricité décarbonée en soutenant à la fois le nucléaire et toutes les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est beaucoup un sujet de transition écologique locale. C'est une dimension importante qu'il faut intégrer dans nos politiques publiques. J'étais à l'invitation de la FNCCR dans l'Allier il y a 15 jours, passer une journée avec des producteurs locaux, ce qui m'a permis d'échanger sur des initiatives type agrovoltaïsme. Je pense qu'on a beaucoup de marge de développement possible et qu'il y a un potentiel et que tous ces projets concrets sont en capacité d'émerger. Il reste que nous ne sommes pas totalement en avance sur la PPE actuelle, puisque nous avons fait, il y a quelques mois, le bilan des 24 premières périodes des appels d'offres PPE 2, donc les appels d'offres qui ont eu lieu entre mi-21 et fin 23, et que nous sommes à 70% de la capacité recherchée qui a été attribuée. Ce retard n'est pas impossible à rattraper. Les derniers appels d'offres sont beaucoup plus souscrits, donc c'est encourageant. Évidemment, vous ne serez pas surpris si je vous dis que la CRE s'intéresse aussi au prix des appels d'offres, pour que ces appels d'offres soient souscrits au prix le plus juste possible. Et dans cette question de filière internationale européenne sur les panneaux solaires, où pour l'instant les panneaux solaires sont chinois, en espérant qu'un jour les nouvelles dispositions européennes permettront de travailler différemment, le prix de ces panneaux s'est effondré et donc nous souhaitons que le consommateur, en attendant qu'il puisse être dans un sourcing européen, puisse bénéficier, le consommateur et le budget de l'État,
de cette baisse des prix. Nous instruisons aussi les appels d'offres sur l'éolien offshore et nous attendons avec impatience, je pense comme tout le monde, la O10 qui se dessine et qui désignera plusieurs lauréats sur plusieurs façades maritimes. Et puis je le disais, nous travaillons avec la DGEC, que je voudrais saluer, je salue Sophie, et avec la DGE sur tous ces sujets NZIA pour voir comment est-ce que nous sommes en capacité d'intégrer, que l'État puisse intégrer et qu'ensuite la CRE puisse opérer des appels d'offres qui intègrent ces critères. Mais pour accompagner le développement de la production, je ne vous apprendrai rien en vous disant que les réseaux eux-mêmes doivent se transformer pour être au rendez-vous. Ce sera évidemment le thème de la prochaine table ronde. Nous sommes très conscients à la CRE des besoins énormes de développement des réseaux liés au renouvellement, à l'accélération du raccordement des nouvelles énergies renouvelables, à la décarbonation des zones industrielles, à la réindustrialisation au sens large, au raccordement de l'offshore, aux besoins de flexibilité, sans oublier la qualité du réseau et la résilience face au changement climatique. Ça fait 1 an que nous travaillons sur le TURP, avec les gestionnaires de réseau que je salue. Tout l'enjeu de la régulation, c'est d'un côté de donner aux gestionnaires les moyens nécessaires pour assurer leur mission, tout en étant vigilants face à l'efficacité des dépenses, parce que ces dépenses se répercutent sur la facture du consommateur. Et nous sommes également tous conscients du fait que la facture du consommateur en électricité doit rester modérée. Donc je n'aurai aucune annonce à faire sur le TURP aujourd'hui. Je salue Marianne Legnaud et Xavier Piéchazic. Les discussions sont quasiment en continu en ce moment. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on se prononcera d'ici peu. Mais je voudrais surtout insister sur le sujet de la demande. Parce que dans cet équilibre offre-demande, c'est finalement la demande qui peut-être est la plus préoccupante. La position de la CRE est très claire. Nous ne sommes pas pour réduire les investissements dans la production. Nous ne sommes pas pour réduire les investissements dans les réseaux, nous sommes pour préparer l'avenir. Si nous sommes sérieux sur la décarbonation, alors nous devons avoir plus de consommation électrique, moins de consommation d'énergie fossile. Le chemin de l'électrification est un chemin indispensable pour cette décarbonation. Donc oui, il faut continuer à investir dans l'avenir, dans la production, dans les réseaux. Face à cet investissement, il faut probablement aussi investir sur l'électrification des usages. Alors, dans une autre vie, j'ai porté MaPrimeRénov', dispositif qui soutient l'électrification, le passage à des modes de chauffage décarbonés. Cette aide a changé très souvent dans les périodes récentes. L'instabilité est toujours un peu compliquée à comprendre pour nos concitoyens. Il faut stabiliser ces aides à un niveau qui permette de passer à l'acte. C'est également vrai pour la voiture électrique, que ce soit l'aide à l'achat ou l'aide à l'installation de bornes. Sinon, nous avons un vrai risque de décalage avec une augmentation de la production et des réseaux qui sont en capacité de l'accueillir et une consommation qui n'est pas totalement au rendez-vous. Enfin, bien sûr, pour électrifier, il faut que le prix de l'électricité reste modéré. C'est la question du marché, c'est pour ça que nous travaillons à son bon fonctionnement en système post-ARENH, avec des prix qui, encore une fois, en France, sont plutôt plus bas que dans le reste de l'Europe. Mais la question de la compétitivité par rapport aux grands continents qui sont nos compétiteurs, c'est la question de la part réseau de la facture, et c'est la raison pour laquelle les discussions sont serrées et exigeantes. Mais je suis confiante sur le fait que nous allons y arriver. Et c'est donc aussi la question de la part fiscalité de la facture. C'est la raison pour laquelle la CRE a pris position plusieurs fois sur le fait que l'augmentation des taxes sur l'électricité devait rester modérée et que la cible du retour à l'avant-crise était peut-être une cible raisonnable et que c'est un peu difficile de demander aux Français d'aller consommer plus d'électricité si, en parallèle, les taxes augmentent à un niveau qui, finalement, freine cette transition possible. Consommer plus d'électricité, c'est aussi la consommer mieux, sans gaspillage, au meilleur moment pour le système électrique. La flexibilité de la demande est donc une des clés de la réussite de cette transition. Beaucoup d'outils existent pour les industriels dans les mécanismes de réserve et d'effacement. Nous travaillons avec Enedis et les fournisseurs sur les signaux pour les consommateurs résidentiels avec une modernisation du système heure pleine, heure creuse. Le fait, j'ai dit Enedis, mais je travaille aussi avec RTE là-dessus, donc je cite les deux, le fait de positionner les heures creuses au bon moment dans la journée, de créer des heures creuses méridiennes dès que ce sera possible, peut-être demain ou après-demain avoir un peu plus d'heures creuses, pour encore une fois inciter à mettre une consommation face au moment où l'électricité est abondante, notamment parce qu'elle est solaire. C'est une réforme qui est très importante, qui va arriver dans le prochain TURP, qui se déroulera rapidement, et je salue la motivation de nos partenaires pour la faire aboutir.
En conclusion, je voudrais vous dire que nous connaissons une période unique de transformation simultanée de l'ensemble du secteur et donc nous pilotons bien sûr à court terme parce que ce sont des sujets qui sont très sensibles et très inflammables, mais nous devons piloter à moyen et long terme parce que nous engageons l'avenir pour des décennies. Nous avons des choix à faire en matière de production, de consommation, de réseau, de règles de marché, de souveraineté. Ces choix seront décisifs pour notre futur. Certaines dimensions restent bien sûr encore à approfondir et à développer, notamment le soutien à la demande, qui fait vraiment partie de l'équation. André Malraux disait « L'action est la sœur du rêve ». Pour préparer l'action, pour rêver à demain, nous agissons dès aujourd'hui. Vous pouvez compter sur la Creux pleinement engagée, présente et exigeante pour vous accompagner sur ce chemin.